Bonjour Christophe, bonjour à tous. Pourquoi? Pourquoi? Question universelle. Question curieuse. Pourquoi quand je tire la bobinette, la chevillette choit? Question tragique. Pourquoi ce monde est-il si injuste? Question allitérative. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? Question vaguement inquiétante. Pour qui sonne le glas? Ou question carrément bachungienne. À quoi ça sert la frite si t'as pas les moules? À quoi ça sert le cochonnet si t'as pas les boules? Mais je m'égare. Depuis toujours, les hommes ont cherché des réponses aux grandes questions existentielles et ça ne s'arrêtera jamais, sauf pour les sectaires et religieux orthodoxes de toute confession, qui eux croient avoir la réponse, et aussi pour les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, honni naguère par Brassens. Les enfants surtout aiment à nous poser, à nous adultes supposés pleins de science, les questions qui les turlupinent. Pourquoi la mer est salée? Pourquoi la lune perd-elle ses quartiers? Pourquoi faut-il mourir un jour? Dans Kirikou, d'ailleurs, le héros est le seul à poser la bonne question. Alors que les villageois savent que la sorcière Karaba est méchante, lui, l'enfant, cherche à savoir pourquoi. Pourquoi Karaba est-elle méchante? Les contes étiologiques, ou contes des pourquoi et des comment, sont bien pratiques pour donner des réponses poétiques, drôles, inquiétantes ou improbables aux questions anodines ou profondes. Dans chaque civilisation, en particulier dans la civilisation africaine, on trouve des contes étiologiques. Ainsi, cette histoire de tous les chiens de la terre qui un matin se sont réunis pour se trouver avant le coucher du soleil un président, le président des chiens. Le premier à se présenter fut le bulldog qui a dit: les gars, visez-moi un peu les muscles, il faut voter pour moi parce que moi, je suis le plus costaud. Hein. Alors les autres chiens ont dit oui, c'est vrai, t'es le plus costaud, ça c'est vrai, mais t'as vu ta tronche? Franchement, un président, hein, ça doit ressembler à quelque chose, soit on dirait que t'as fondu au soleil, non, au suivant. Bah ensuite, ça a été au tour du lévrier de se présenter. Alors, mes amis, si je puis me permettre cette introduction liminaire, pléonasme, il me semble que de tous les membres de la race canine ici présents, je suis le plus à même d'opérer un grand rassemblement dans une perspective de croissance durable. Et ce, d'autant plus que de tous les canidés ici présents, et sans vouloir me vanter, je suis celui qui court le plus vite, sans vouloir me vanter. Alors les autres chiens ils ont dit: d'abord on comprend rien à ce que tu dis, puis deuxièmement, oui c'est vrai que c'est toi qui cours le plus vite, mais t'as vu comment t'es maigre? Il y a un coup de vent, tu t'envoles, un président, ça doit être un peu musclé, allez au suivant. Bon ensuite c'était n'importe quoi, c'est le Labrador qui s'est présenté, qui a dit: les mecs, Sandek, faut voter pour moi. Because I am the most sympa dog in the world. Je suis le plus sympa de la Terre. Je traduis pour les non-anglophones. Les mecs, Sandek, c'est qui le plus sympa? C'est moi. Ah oui, bah les autres chiens ils ont dit: oui, d'accord, t'es sympa, mais alors le problème c'est que t'es que sympa. Alors, mais un président, ça doit un peu montrer les crocs de temps en temps. Hein, toi t'es tout mou, allez au suivant. C'était vraiment n'importe quoi parce qu'il y a même le Yorkshire qui est présenté, qui a dit: les gars, faut voter pour moi parce que moi je suis petit et je suis teigneux. Alors les autres chiens ont dit: écoute, t'es gentil, mais jamais personne votera pour un président petit et teigneux. Hein. Non, jamais. Et puis ensuite, il y en a eu un autre qui s'est présenté, alors lui on n'a rien compris, il a dit alors ils ont dit: écoute le pitbull, toi avec ta muselière, c'est même pas la peine, on comprend rien ce que tu dis. Alors les chiens, le soleil allait se coucher, ils avaient pas de présidence, et c'était le désespoir, ils allaient en venir aux crocs et aux griffes, quand soudain il y a un petit corneau de rien du tout, qui avait pas pris la parole depuis le début, qui a dit: les gars, je sais ce qu'on va faire. On va voter, on va élire président celui qui sent le meilleur sous la queue. Tu vois, c'était pas une très bonne idée, mais en même temps, ils en avaient pas d'autres des idées. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les chiens? Ils se sont mis à la queue leu et ils ont commencé à se sentir sous la queue. Les grands sentaient les petits sentaient les gros. Ils se sont mis à se sentir sous la queue. Eh ben d'ailleurs, si vous regardez les chiens encore à l'heure actuelle dans la rue, vous verrez qu'un président, ils en ont toujours pas trouvé. Ils cherchent encore. Voilà, ça c'est un conte étiologique. Mais je vois mon cher Christophe, alors qu'on n'est même pas en direct, une légère déception poindre sur votre visage. N'y aurait-il pas des contes étiologiques plus croustillants, plus olé? Mais oui, évidemment, il y en a. En voilà un qui nous vient de la tradition africaine, justement. Ça s'est passé au temps où les parties du corps vivaient séparées. Il y a beaucoup de contes comme ça qui disent que les parties du corps vivaient séparées.
Un jour, la verge, le vagin et les testicules sont partis se promener. Ils ont vu un arbre fruitier aux fruits appétissants et juteux. La verge, souple et agile, grimpe facilement jusqu'en haut et se délecte de fruits. Les testicules, plus empesées et maladroites, se hissent plus difficilement, mais finissent par y arriver aussi. Le vagin, au contraire, ne peut pas monter. Alors, la verge, généreuse et attentionnée, détache des fruits de temps en temps et les jette au vagin qui s'en délecte. Au contraire des testicules qui s'empiffrent sans penser aux malheureux restés en bas. Soudain, un terrible orage éclate. La verge descend de l'arbre et demande un abri au vagin qui accepte de l'accueillir. Les testicules descendent à leur tour, mais le vagin refuse d'accueillir ces égoïstes. D'ailleurs, il n'y a plus de place. Depuis ce jour, beau temps ou mauvais temps, les testicules restent à la porte. Nous terminons cette chronique par le courrier des auditeurs avec le courrier effectivement d'un lecteur fameux dans le monde du conte, puisque cette semaine nous avons reçu un courrier de monsieur Nasreddin H. Cher monsieur, à un ami qui me demandait qui était le plus utile entre le soleil et la lune, j'ai répondu la lune, car elle éclaire la nuit quand on n'y voit rien, alors que le soleil éclaire le jour quand on y voit clair de toute façon. Mon cher Nasreddin, vous avez tout à fait raison, et d'ailleurs, écoutez cette histoire. Ça s'est passé au temps où les parties du corps vivaient séparées. Mais non seulement les parties du corps, elles vivaient séparées, mais en plus, à cette époque-là, il n'y avait pas de lune dans le ciel la nuit. Du coup, on n'y voyait rien. Un jour, le bras et la bouche ont décidé de partir ensemble à la chasse. Ils ont marché longtemps, le bras et la bouche, ils sont arrivés à l'entrée du Grand Marais. Mais dans le Grand Marais, personne n'y allait jamais, parce qu'on disait qu'il était hanté par des génies des eaux. Mais eux, le bras et la bouche, ce jour-là, ils se sentaient pleins de courage. Alors ils ont pénétré dans le Grand Marais, ils ont marché encore un moment, et ils sont arrivés devant un grand lac. Et dans ce grand lac, il y avait des milliers et des milliers de poissons énormes, parce que personne venait jamais les pêcher. Et les poissons sortaient la tête de l'eau. Et je peux vous dire que quand le bras a vu ça, il en a eu l'eau à la bouche. Et quand la bouche a vu ça, elle a voulu jouer les fiers à bras, elle a dit au bras, donne-moi ton arc et ta flèche et tu vas voir, on va manger un bon poisson ce midi. Oh ouais, mais le bras, il avait pas tellement envie de le prêter, son arc et sa flèche. Qu'est-ce qui lui prouvait que la bouche, elle savait bien viser d'abord, hein ? La bouche, c'est une belle parleuse. Elle a su trouver les mots qu'il fallait pour le convaincre. Alors le bras, un peu réticent, il a donné son arc et sa flèche. La bouche, elle a tendu l'arc, la flèche. Elle a vu un gros poisson qui sortait la tête de l'eau et chou, la flèche est partie et plouf, la flèche est tombée au fond de l'eau. Le bras, il est devenu tout rouge, il a dit que c'était sa flèche, et puis qu'elle devait plonger pour lui ramener sa flèche. La bouche a dit, tu plaisantes ou quoi ? Il y a des génies des eaux là-dessous, moi j'y vais pas. Oh, mais le bras, il a montré les muscles, il est devenu tout rouge. Quand le bras montre les muscles, la bouche se tait et plonge. La bouche a plongé. Elle est descendue jusqu'à toucher le fond du lac. Et là, au fond du lac, il y avait un petit village avec des petites cases. Et des petites cases sont sortis les génies des eaux qui se sont mis à entourer la bouche. Le chef du génie des eaux s'est approché et a dit « Qu'est-ce que tu viens faire chez nous ?» La bouche, elle a balbutié au début, elle avait un peu peur, et puis elle s'est reprise, et elle leur a expliqué qu'elle leur voulait aucun mal, elle voulait simplement récupérer la flèche, d'ailleurs elle n'était même pas elle, la flèche, mais elle voulait juste la récupérer, elle remontait, elle les dérangeait pas. Alors ils se sont adoucis, les génies des eaux, ils ont dit « Ah, d'accord, tu peux aller la chercher ta flèche, elle est dans la case là-bas au bout, vas-y, va la chercher, et en plus, comme tu as été honnête avec nous, tu pourras prendre un cadeau, on te laisse choisir. » La bouche a remercié, elle est allée dans la case là-bas au bout, elle est entrée. Elle a trouvé la flèche, et autour de la bouche, ça brillait de mille feux. Il y avait des pierres précieuses, il y avait de l'or, il y avait de l'argent, il y avait des bijoux. Elle ne savait pas quoi choisir, la bouche. Et puis soudain, sur le sol, là, elle a vu un grand cercle d'argent et de lumière, qui faisait une lumière très belle, très douce. C'est ça qu'elle a choisi. Elle a pris le grand cercle d'argent et de lumière, elle est sortie de la case, elle a remercié encore une fois les génies des eaux, et elle s'est mise à remonter, et elle est revenue à la surface. Ah ouais, mais quand elle est revenue à la surface, il faisait complètement noir, la nuit était tombée, une nuit sans lune, et le bras, il y a belle lurette qu'il était retourné au village. Mais la bouche, elle n'a pas eu peur, parce qu'elle avait son grand cercle d'argent et de lumière,
qui lui montrait le chemin, qui lui éclairait le chemin. Et c'est comme ça qu'elle a pu retourner bien vite au village. Ah, tout le monde était dans les cases en train de dormir. La bouche a posé le grand cercle d'argent et de lumière au milieu de la place du village. Elle a réveillé tout le monde. Ils sont tous sortis des cases. Les fesses, les oreilles, les yeux, les bras, les jambes. Ils sont tous sortis des cases. Ils sont venus autour du grand cercle d'argent et de lumière. Waouh, c'était beau. La bouche a donné la flèche au bras. Dit tiens, c'est ta flèche. Et ça, c'est à moi. Oh, le bras, il est devenu rouge, mais cette fois rouge de jalousie. Il a dit que, puisque c'était sa flèche, alors c'était aussi son cercle d'argent et de lumière. Non mais oh, le bras, il s'est précipité au milieu du cercle. Il a voulu attraper le cercle d'argent et de lumière. Mais le cercle d'argent et de lumière, chut, il est monté au sommet d'une case. Mais le bras, il était tellement enragé, il s'est mis à grimper le long de la case. Il a voulu attraper le cercle d'argent et de lumière, mais le cercle, chut, il est allé dans le ciel. Le bras, il a sauté, et chut, le cercle d'argent et de lumière est monté en haut, encore plus haut, et depuis ce jour-là, il y est. Eh oui, comme ça on allait y voir beaucoup plus clair la nuit. Ah, mais la bouche était déçue, parce que c'était son cercle d'argent et de lumière après tout. Maintenant, bon, il était à tout le monde, c'est vrai, c'était bien aussi, mais elle a demandé que le bras soit puni. Eh bien, toutes les parties du corps se sont réunies, et ils ont décidé que dorénavant, tout ce que le bras récolterait, tout ce qu'il cueillerait, tout ce qu'il pêcherait, tout ce qu'il chasserait irait à la bouche. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. À la prochaine.